Bonjour Lydia Georges, merci beaucoup d'être avec nous, même qu'à distance, pour cet événement, pour la fin de notre saison croisée France-Portugal, pour cet événement des grandes escales portugaises à Clermont-Ferrand. Merci beaucoup, Daniel Rodrigues, et merci aussi à la médiathèque de Clermont-Auvergne Métropole. Et je souhaite grand succès pour ces débats et pour ces rencontres. Merci beaucoup. J'aime ces personnages, j'aime comme ça. Un jour, en parlant avec Agustina Bessa-Luís, elle me parlait de la différence entre nos personnages. Elle disait que mes personnages étaient faibles. Et c'est vrai, au contraire, elle parle des femmes puissantes. Puissantes du point de vue économique, du point de vue de la parole devant les hommes. Elles sont plus importantes devant les hommes que les hommes. Tous les hommes, pour Agustina, sont faibles et les femmes sont fortes. Et mon point de vue est très différent. J'aime les femmes polyédriques, celles qui ont un regard en plusieurs directions. Et pour moi, elles sont fortes du point de vue de leur point de vue, de leur intelligence. La subversion. De la subversion des choses. Subversion. Exactement. Au début, j'ai parlé que les livres sont contre la soumission. Elles sont toujours des personnages insoumis. Elles ne sont pas dans les règles et surtout elles sont espionnes des autres. Pour parler de Mylène, ce personnage, elle est quelqu'un qui est presque idiote parfois. Pourtant, elle a un sens, une autre compréhension. Et surtout, elle est capable de déclencher ce que l'idiot en général est capable de faire. C'est qui oblige les autres à faire leur portrait devant elle. Alors, elle oblige les gens, sa famille et les autres personnages à se montrer leur intime, à faire le portrait de leur âme. Et pour moi, ça, c'est très important. Elle est une sotte, une jeune fille qui n'a pas de, comment dire, qui est mal placée dans la vie, qui n'est pas capable d'obliger aux règles. On peut dire qu'elle est fruit de trop de passion. De trop de passion, oui. Oui, c'est vrai. Et pourtant, elle est capable, dans une espèce de miracle, c'est de radiographer les autres. Elle oblige les autres à se radiographer. Pour moi, ça, c'est l'important. Ce n'est pas nécessaire pour moi de faire la jeune fille triomphante. Hier, en parlant de Anna-Maria Machado, de ce livre Les Mémorables, c'est que pour moi, ça ne m'intéresse pas qu'elle soit la femme qui peut vaincre. Non, ce n'est pas vaincre du point de vue de la richesse, du point de vue du pouvoir. Non, pour moi, l'important, c'est qu'elle a un point de vue puissant sur les choses. Et le même pour Charlotte. Charlotte est les yeux de ce livre. Charlotte est les yeux et le personnage qui est capable de comprendre tous ses frères et les femmes et même son père. Elle est capable de comprendre son père qui se pend parce qu'il n'est pas capable de vaincre la vie. Mais elle est capable de comprendre tout. Et en même temps, elle est capable de dire non à la fin à un homme qui veut l'exploiter. Et pourtant, elle continue à l'aimer. Mais elle dit non à la fin. Alors, elle continue pauvre. Mais elle dit non à ses frères. Et en même temps, elle a une idée, c'est de protéger et enlever son fils, David. Et elle est une femme indépendante. Elle est une femme absolument moderne, de mon point
de vue. Et elle est même, quand elle se montre nue, les bras nus, elle se scandalise. Comment va-t-elle paraître nue, presque nue, dans une conférence de famille où tout est célèbre, et elle se montre, elle veut affronter. Elle va affronter et dire, je veux montrer par cette capacité d'affronter les autres et de montrer ma chair que je suis capable. C'est comme dire ma carte d'identité pour dire, ayez peur de moi. Je suis quelqu'un. Ayez peur de moi. Moi, je suis quelqu'un qui est capable d'avoir une idée et d'avoir un jugement. Alors, faites attention à moi. Alors, c'est sa forme de se montrer entière. Sa forme de montrer sa chair, c'est sa forme de montrer son âme. Nous sommes, Agustine et moi, on avait des dialogues absolument merveilleux. Elle nous manque tellement. Parce qu'en parlant avec elle, je comprenais ce que j'écrivais. J'avais l'idée que par la différence, on était sœurs. Par la différence. Et elle était elle venait d'une autre génération. Moi, je viens d'une génération qui, à ce moment, est déjà, qui voit une autre nouvelle génération. N'est-ce pas? Alors, on est au milieu des générations et on écrit, on écrit de façon différente. Aussi parce que l'histoire crée dans nous des creux. Et c'est vrai que sur les femmes, on a eu beaucoup de discussions, parfois publiques, parfois très amères et très un peu âpres. Pourtant, ça était, discuté avec une sœur. Évidemment, je suis en train de parler, peut-être ça, elle est quelqu'un, elle est géniale. Et dire ça, je ne veux pas dire que je sois, son parallèle. Non, c'est une autre chose. Mais elle était la dialogante valide pour moi. Sur la question des femmes, c'est vrai, j'ai cette idée. Pour moi, je n'ai pas écrit sur des femmes fortes. J'ai écrit sur des femmes capables de voir, capables d'interpréter. Pour moi, c'est le plus important. Et continue. Pour moi, c'est comme le visage des personnages. Pour moi, ce n'est pas important de faire la définition matérielle. Pour moi, l'important, c'est de créer une espèce d'ombre pas très claire. Et c'est dans ces images d'ombre d'où vient la voix. Et j'ai des romans qui ont passé au cinéma et qui ont passé au théâtre. Et au début, c'est toujours choquant pour moi. Parce que dans les livres, tout ça se passe dans la pénombre. Quand j'ai lu Anna Karenine pour moi est toujours dans l'ombre. Toujours dans l'ombre. Quand je lis un livre, c'est une espèce de pénombre. Les histoires, elles passent dans une espèce de rêve. Et pour moi, quand j'écris, c'est comme ça. Les choses ne sont pas bien définies. Alors, je choisis des visages et choisis des immeubles ou des places ou des plages ou des monuments ou des forêts, mais pour oublier. Après, c'est stomper. J'ai besoin de stomper pour que la voix vienne à moi. Tout ça se passe comme dans une utérus où quelque chose est là, un embryon. Et après, tout le livre, chaque livre, c'est préparer quelque chose à voir la lumière.
mais je ne veux pas qu'elle voie bien la lumière. C'est pour ça que c'est impossible de trouver des traits très définis dans mes livres, des traits définis des personnages. Les personnages, en général, on n'a pas le portrait. Vous n'avez pas le portrait. Pourtant, je crois qu'à partir de leur allure, vous êtes capable de faire un portrait. Et pourtant, il y a beaucoup de personnages avec des traits physiques et caractéristiques qui sont très très forts. Pensons à un classique qui est le fait d'être roux pour Hélène. Pour les personnages qui sont secondaires, pour moi, c'est plus facile de donner un attribut physique parce que ça m'aide. Marquant. Oui, elle a les cheveux roux, ce qui signifie qu'elle est une femme attirante, qu'elle est une femme qui est sophistiquée, qui est une femme qui a aussi une grande force, un peu de superficialité aussi. Alors, elle est un personnage important dans le livre. Mais pour elle, j'ai créé ça. Mais pour le personnage plus important qui est Invita, vous ne connaissez rien. Aujourd'hui, on ne met pas de côté le personnage comme au début du XXe siècle. On comprend que c'est un ingrédient absolument fondamental pour construire des fables, pour construire la narration. Alors, on continue à plaidoyer pour le personnage, vraiment. Et parce que j'écris toujours de la poésie, c'est vrai. J'ai commencé par la poésie quand j'étais jeune. Mais c'est vrai que j'ai une façon très naïve d'écrire la poésie, très directe, comment dire, très dépouillée. Il n'y a pas d'art dans la poésie. Tout cet art dont les grands poètes portugais, mes compagnons, des grands poètes, Ana Luisa Amaral ou Nuno Joris, sont des poètes d'une valeur extrême, extraordinaire. Et moi, je sens que je n'ai pas cette force, je ne suis pas sur le tablier où ils sont. C'est une autre chose, c'est quelque chose de plus commun. Ces poèmes, les poèmes que j'écris sont comme mon journal chaque jour. Correspondent au moment où je trouve une énergie pour moi, pour surmonter l'existence, pour surmonter les doutes, pour surmonter la violence du monde, pour surmonter le péril, pour surmonter, pour être au-delà, comment dire, de la déception de moi-même et des autres. Alors c'est le moment, je l'écris quelque part, mais surtout pendant la nuit, comme une espèce de moment pour me soulager et pour dire je suis là encore pour quelque chose. Et je me suis décidée de publier parce que j'ai compris quand je lisais ou quand je publiais un autre dans un magasin ou dans un magazine ou dans un journal où je lisais un poème, les personnes me disaient mais j'éprouve la même chose et j'ai compris ce que vous dites. Alors c'est pour ça, c'est sans une intention littéraire. Peut-être que ces poèmes, ils ne sont pas littéraires. Ils sont, comment dire, ils ne sont pas confessionnels aussi. Vous dites bien, ce ne sont pas des autoportraits. Non, ce ne sont pas des poèmes qui parlent de moi-même d'une façon directe. Pourtant, j'y suis plus clairement que dans les romans ou dans les contes où le monde extérieur, je laisse qu'ils viennent à moi pour parler du monde surtout. Et moi, je vais être le point de vue. Je ne veux être qu'une autre. Je ne suis pas là-dedans. Et alors, pour ces poèmes, je dis je suis très proche de quelqu'un. Mais c'est un jeu que je crois qu'être un jeu de la personne commune. Alors,
parfois on me dit, tu as écrit des poèmes, tu as écrit de la poésie. Je dis non, j'ai écrit des poèmes. Bon, merci pour cette question. Elle me touche beaucoup parce que parfois, après toutes ces années, je me demande quel est le sens. Pour chaque livre, il y a toujours un sens. Pour l'ensemble, c'est nécessaire de marcher vers la fin pour comprendre. Parfois, je me demande quel est le sens et je crois que j'écris dès le début pour deux buts. Tous mes livres, depuis la Journée des prodiges, sont des livres contre une soumission. Et c'est parce que j'écris sur la soumission que j'emploie un monde où il y a quelque chose de rêve et qui n'est pas de ce monde. J'ai toujours le désir, même en abandonnant clairement le monde magique du début. Pour moi, j'ai toujours l'idée que je suis en train d'écrire sur un au-delà de la vie, pour renforcer un bonheur pour la vie, pour renforcer une compréhension, un bonheur pour la vie. Évidemment que ce projet, ce n'est pas un projet conscient, c'est un projet que maintenant je vois en marchant en arrière, que je vois que c'est un projet qui est dedans moi, c'est un projet que j'écris pour ajouter quelque chose qui puisse sauver les hommes, les femmes, les gens, la nature, le monde, d'un danger que j'imagine qui est toujours autour de nous. Et je veux dépasser ça par le langage, par la force des idées, des images. Je crois qu'en parlant, en écrivant, je demande quelque chose, que je parle à quelqu'un ou à une puissance, à un tout-puissant, une force toute-puissante dont la nature, je ne connais pas quelle est cette nature. C'est une nature qui semble une nature humaine ou non, mais c'est vrai que je demande le sens pour nos actes, pour nos vies. Et dans ces actes, c'est vrai que la soumission et le pouvoir de quelques-uns sur les autres, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup et dont je veux connaître le secret. Et je crois que j'ai écrit depuis le premier livre qui est sorti en 80, jusqu'à présent, je crois que c'est la ligne que je lis sur tous mes livres. Auparavant, je connaissais ces mots par cœur. Maintenant, je ne me souviens pas plus, mais c'est vrai que je dis que c'est comme un théâtre. Les personnages se lèvent debout pour parler. Quelqu'un parle de soi-même. Mais il y a toujours un désaccord. Alors, c'est pour faire une démonstration de ces désaccords, mais en même temps, en parlant tous, on trouvera quelque chose au-delà de la conversation, pas de sourds, mais c'est comme sur un plateau des acteurs qui parlent pas en harmonie, mais en réclamant une harmonie. C'est vrai que ça peut être, c'est le début de mon premier livre, mais ça peut être de préface et peut-être les derniers mots pour mes livres. La Journée des prodiges se passe au début, pendant l'époque de la Révolution, et dans un petit village et dans un monde rural à la campagne. Et c'est le désir d'un petit peuple, d'une population. Et
qui a toute une superstition, qui a un désir d'un au-delà, qui réclame pour comprendre l'essence de la vie à partir de la Révolution et qui confond les images des révolutionnaires avec les images des anges et des saints. Alors, mais qui pense que là, quelque chose va arriver. Les prodiges, c'est exactement les prodiges ce titre veut dire que les personnages imaginent un changement miraculeux. Mais ce virage où rien ne se passe. C'est un virage stérile. Ils ont traduit un peu le nom créé pour ce village de l'Algarve. Oui, c'est vrai. Il y a un changement et après, 30 ans après, il y a un changement, c'est vrai. Mais au sens profond, il y a la même question, la même demande. Et les mémorables, évidemment, c'est dans un monde cosmopolite. Les personnages sont des personnages modernes. Il y a même des rapports avec les États-Unis, d'où viennent ces jeunes qui viennent en Europe pour parler de leur pays sous ce thème de l'histoire qui peut sauver, l'histoire qui n'est pas toujours meurtrière, une mère meurtrière, mais parfois peut sauver, et ils viennent pour montrer le changement de leur pays et parler de ces changements en général très courts, mais où le bonheur est présent. Et le Portugal parle sous la voix d'Anna Maria Machado, parle d'un moment de 24 heures où une révolution a été parfaite. Et après, voilà, que la révolution n'est pas capable, évidemment, comme toujours, de maintenir la chaleur et la passion, parce que le quotidien demande une autre chose. Et l'utopie, c'est comme une passion dans l'amour. On ne peut pas se maintenir pour toujours. Et alors, c'est 30 ans après, c'est une autre façon de voir la révolution, qui n'est pas seulement la révolution portugaise, a été un moment de l'histoire, de la dernière partie du siècle, du XXe siècle, où on a éprouvé toute une démocratisation des pays. Au contraire d'aujourd'hui, où il y a une perte de la démocratisation. Et ce livre, c'est un livre sur cette utopie qui est encore possible de voir en revenant vers les années 70. Alors, je crois que j'ai écrit les mémorables pour répondre, mais on pourrait dire qu'il y a un à suivre. Oui, c'est vrai, parce qu'elle passe, disons, elle a l'idée, elle et ses compagnons journalistes ont l'idée qu'ils ont souffert, c'est la génération qui a souffert la désillusion, tandis que leurs parents ont vécu une utopie et vivent encore sous l'impulsion de cette utopie. Les enfants ont vu exactement le contraire. Ont vu les démocraties avec transparentes, et les démocraties montrent toujours les défauts. Et devant les défauts, ils deviennent cyniques. En général, les enfants des révolutionnaires deviennent cyniques. Ils sont des gens cyniques, n'est-ce pas? Alors, pourtant, elle est capable de parler de l'embryon de l'utopie, l'embryon de l'espoir, surtout devant son père. Tandis que son père veut mourir fermé dans cette porte, derrière la porte fermée de sa chambre, elle est capable de sauver son père. Pour moi, ça a été une des pages, je ne savais pas comment terminer ce livre. Mais c'est vrai que le jour où j'ai trouvé
cette liaison entre fille et père, je crois que j'ai trouvé la porte étroite, mais lumineuse, pour laisser un peu d'espoir au lecteur. Et ça, c'est pour moi, ça a été, comment dire, parce qu'il faut ajouter quelque chose. Ces gens, ces jeunes filles et ces jeunes hommes, les journalistes, ils imaginent les révolutionnaires, tandis que des gens qui sont morts déjà. Pour eux, ils sont des gens qui sont morts, et on les voit comme des fantômes qui viennent du passé. Mais pour eux, la grande surprise, c'est que ces fantômes viennent du futur. Ils voient en rentrant dans la maison des révolutionnaires, ils comprennent l'humanité, ils comprennent ces vagues d'espoir et déception, qui traversent toujours les sociétés. Et ils comprennent ça. Et là, comprendre les choses pour moi, avoir un point de vue valable, avoir un point de vue intelligent qui ose interpréter, pour moi, c'est le plus important dans les livres de fiction. À la fiction, les histoires sont importantes. Moi, je ne suis pas capable de penser philosophiquement par d'autres choses que ne soient pas là. L'histoire, les petites histoires, les fantaisies. J'aime surtout penser à travers des images et à travers les contes, des images de fantaisie. Mais pourtant, ce qui se passe, c'est que en parlant à travers les narratives, je veux un sens. Et pour moi, comprendre le sens, c'est pour moi le plus important. Et pour moi, écrire des histoires, elles doivent aboutir à un sens. Au début, je ne sais pas où ils vont, mais à la fin, si ces histoires n'ont pas un sens, je ne les ai pas écrites pour rien. Je veux qu'elles ouvrent pour moi-même et pour le lecteur un sens, une petite compréhension devant ce monde obscur où l'on voit seulement des images de quelque chose qu'on croit qu'elle cache l'au-delà. Dans la nature, on ne sait pas. Mais on a toujours l'idée qu'on touche seulement des ombres d'une réalité. Ça peut paraître un peu quelque chose de la philosophie ancienne, l'utopie à rentrer de nouveau dans la caverne ancienne de Platon. Mais non, ce n'est pas ça, c'est une autre chose, c'est vraiment la réalité. On a l'idée que quelque chose est derrière les choses, à notre sens, autrement la vie humaine, la vie qui est la pensée sur les choses. Peut-être que tout le cosmos est matière, et peut-être il y a une pensée derrière cette matière. Mais c'est vrai que jusqu'à ce moment, nous sommes les seuls dans le cosmos qui sont capables de dialoguer et de parler sur le sens des choses. Peut-être qu'un jour, on sera accompagné par d'autres êtres intelligents, mais jusqu'à présent, on écrit des histoires exactement par cette intelligence, parce qu'on veut comprendre l'univers, parce qu'on veut comprendre notre vie, notre destin. Alors, on est plein de fables. On écrit des fables. J'ai ma tête pleine de fables. Et avec elle, c'est ma forme de philosopher sur le monde. Je n'ai pas d'autre, c'est très primaire. Mais vraiment, je crois que beaucoup de monde, il y a toute une population autour de la Terre qui interprète la réalité à travers des fables. Et je crois que les écrivains, même qu'on ne soit pas bien compris dans ce monde,
mais on doit continuer à parler, à écrire à partir de fables. C'est une chose vraiment primitive, mais peut-être sera la dernière chose de notre vie, de notre humanité. Si nous allons pour un monde où il n'y aura pas de fables, ce ne sera pas notre humanité, ce sera une autre chose.